Chapitre 16. Les limiers sont lâchés. Enfin! Commenta aussitôt K'chan, alors que Patrick ouvrait le haillon arrière et libérait le dromaeosauridae qui se déploya et bondit hors de la voiture. Je commençais à ne plus sentir mes articulations. Il levait et abaissait tour à tour ses deux longues pattes dans une pantomime des plus comiques, tel un étrange échassier dansant sur une fourmilière. Charles, descendu à son tour du véhicule, le fixait avec un regard où se mêlaient fascination amusée et incrédulité. C'était la première fois qu'il découvrait le Coatli dans son intégralité. Le spectacle ne lassait pas de le surprendre. Comme Lucas arrivait à son côté, il murmura, sans quitter K'chan des yeux. « J'ai beau le voir, j'arrive pas à le croire. »« Tu t'y habitueras. » Un mouvement. Corée, elle aussi, était sortie de la voiture et s'approchait d'eux de sa démarche féline. Malgré le sweat qui lui descendait à mi-jambe et qu'elle avait conservé, car le froid était vif à cette altitude, surtout la nuit, ce qu'on devinait d'elle était bien suffisant pour ravir le cœur de tous les garçons de la terre. « Je pense que oui, » répondit Charles en dévorant des yeux le visage de la jeune télucidarienne, aussi fascinée par son mystère et tout ce qu'elle représentait que par la fille elle-même. Lucas tenta de museler le sentiment qu'il sentait l'envahir et qu'il jugeait indigne de lui. Corée, ignorant les deux garçons et le trouble qu'elle soulevait en eux, se tourna vers les installations qui se serraient au creux de ce qui avait été le cratère du volcan, juste sous le cône du Grillou, dans leur halo de clarté électrique. Tendant le bras, elle désigna un grand bâtiment au toit en dôme, plus haut et large que les autres, s'élevant au centre de l'ancien cratère. Si j'en crois les indications que m'a données mon père, c'est là-dessous que doivent se trouver la gare des Courtilières et le puits de descente. Je m'en serais un peu douté. Patrick s'était approché pour se tenir à côté de la jeune fille et fixer à son tour les installations. Ce qu'il trouva ne dut pas lui plaire. Un pli de contrariété barra son front. C'est aussi bien gardé que Fornox, ma parole. Comme Lucas les rejoignait, il désigna d'un doigt les miradors, dont les silhouettes étriquées hérissaient le complexe. Et il fallait bien avouer que le centre avait plus l'apparence d'une prison ou d'une base militaire que d'un labo de recherche. La main de Patrick glissa vers l'enceinte qui entourait les bâtiments, un véritable mur, plus rébarbatif encore que la grande grille que leur avait ouverte Charles, et lui aussi surmonté de barbelés. « Je suis prêt à parier que le terrain jusque là-bas est bardé de détecteurs de mouvement et de caméras infrarouges, » continua Patrick, qui semblait se parler à lui-même. « Je confirme, ils le sont, » intervint Charles qui avait suivi Lucas. « Si vous avancez vers là-bas, vous ne ferez pas 20 mètres avant d'être repéré. Moi, je peux circuler. J'ai une puce qui m'identifie partout, mais vous... » Patrick acquiesça. « Je m'en doute bien. D'ailleurs, ce serait peut-être le moment pour toi de rentrer chez toi avant qu'ils ne s'aperçoivent de ta disparition. »« Quoi ?» s'exclama Charles en posant sur Patrick un regard d'incompréhension. Ce dernier tourna vers lui un œil froid. « C'est l'heure de rentrer, mon gars. Merci pour le coup de main, mais maintenant, faut retourner à la maison. »« Rentrer, mais... » Le regard de Charles passa de Patrick à Lucas, comme pour le prendre à témoin. « Je viens avec vous ?»« Ça, c'est hors de question, » répondit aussitôt Patrick sans desserrer les mâchoires. « Je vous ai fait entrer » plaida Charles au désespoir, lui qui avait un instant entrevu la grande aventure et se voyait maintenant claquer la porte au nez. Patrick hocha la tête, mais son regard restait distant. « C'est très aimable à toi, je te l'ai déjà dit. Merci. Maintenant tu m'excuseras, mais ton rôle s'arrête là. »« C'est dégueulasse !» explosa Charles. « J'ai pris des risques pour vous. Vous pouvez pas imaginer les emmerdes que je vais avoir quand mon père va comprendre qui vous a laissé entrer. Et je croyais... » Il en avait les larmes aux yeux.
Lucas vola à son secours. On peut pas le laisser là. Ah, toi, t'en mêles pas. Patrick avait brandi un doigt devant le nez de Lucas et lui lançait un regard à intimider un ours. Mais il tint bon. Si, je m'en mêle, c'est mon ami. Et elle, c'est ta sœur, martela Patrick en désignant Corée. Et c'est de ton père qu'il s'agit. Et je te signale quand même que ce gentil garçon est le fils du chef de la sécurité de la Telcorp et que c'est justement la Telcorp que nous allons affronter. Alors tu m'excuseras, mais moi, ça me pose un problème. Parce que c'est un Kirov, hein? Et qu'on peut pas faire confiance à un Kirov, c'est ça? Contra Lucas, c'est ça. Lucas ouvrit la bouche pour protester une fois encore, mais il n'en eut pas le temps. Je le déteste. C'était un murmure presque inaudible. Mais dans la nuit claire, il prit la force d'un cri. Surpris, les deux pesteilles, qui brandissaient chacun un index revendicatif sous le nez de l'autre, se turent pour se tourner vers Charles, qui, ses yeux douloureux égarés dans les lointains de la nuit, poursuivit comme s'il n'était pas là. « Mon père, je le déteste. » Un silence, puis « Il a laissé tuer ma mère. Il a beau dire que c'est pas de la faute de la Telcorp. Moi, je suis sûr que c'est à cause des recherches qu'elle faisait, que c'est leur faute et la sienne si elle est morte. » Il y avait des larmes dans les yeux de Charles, alors qu'il prononçait ces mots. Des mots qui, Lucas le devinait, lui écorchaient la poitrine comme des lames de rasoir alors même qu'il sortait. Il est dur, il n'a pas de cœur. C'est une machine, pas un homme. Et quand il se lâche, quand il boit certains soirs, c'est pire, Il se détourna pour achever. J'en ai marre de tout ça, je veux partir. Je veux quitter toute cette merde, lui, partir le plus loin possible. Lucas tendit une main vers l'épaule de son ami. Ce dernier se déroba, renifla, passa une manche rageuse sur son visage. Quand il se retourna vers eux, ses yeux étaient rouges, mais aucune larme n'en coulait. « Je retournerai pas là-bas. Même si vous me prenez pas avec vous, j'y retournerai pas. » Tonton, commença Lucas alors que Charles affrontait le regard de Patrick avec une expression déterminée. « Arrête de m'appeler comme ça, » répliqua son oncle, mais le cœur n'y était pas. Il fixait Charles. Ce qu'il trouvait sur ce visage juvénile devait le troubler, car il finit par murmurer, comme à contre-cœur. « Tu ressembles à ta mère. » Pour lui, cela semblait revêtir une grande importance. Les yeux de Charles s'écarquillèrent. « Vous la connaissiez ?» Patrick, retrouvant sa dureté première, répliqua avec son regard d'acier. « C'est d'accord, on t'embarque, mais je t'avertis, t'as pas intérêt de me faire regretter ma décision. Un pas de travers, et t'es viré. On s'est bien compris ?» Charles hocha vigoureusement la tête. « Oui, monsieur. » Patrick lui désigna le coffre de la voiture. « Pas moins de c'est ça qu'on lève le camp, mais t'as vu qu'on n'a pas intérêt à traîner dans le coin plus que de raison. Allez !» Charles ne se le fit pas dire 2 fois. Après avoir adressé à Lucas un sourire radieux, il se dirigea vers la voiture, non sans avoir, auparavant, lancé à Corée qui, avec Chan, s'était tenu en dehors de leur discussion, un regard d'espoir fou. Lucas, très égoïstement, se demanda s'il avait bien fait d'insister. Charles grimaça quand il souleva le sac, mais ne fit aucun commentaire. Lucas, conscient qu'il ne pouvait faire moins, en prit un à son tour. Patrick se saisit du 3e, le plus volumineux, et le souleva sans effort apparent. Passant à côté de Charles, il sembla hésiter, le fixa un long moment en silence, avant de poser son fardeau à terre, se baisser, l'ouvrir, et en tirer un automatique dans son étui qu'il lui tendit d'autorité. « Tu sais t'en servir ?» interrogea-t-il. Charles haussa les épaules, comme si la réponse tombait sous le sens. Avec son père, comment aurait-il pu en aller autrement? Il se saisit de l'arme et des 3 chargeurs que lui tendait Patrick, et, sans attendre, se sangla du holster. « On devra tirer sur des gens? Ça dépendra d'eux, » répondit laconiquement Patrick. « Ça te pose un problème? »« Je sais pas si... » commença Charles. Patrick le coupa. « Écoute-moi, gamin. Je vais pas jouer au gentil scout, là. Je vais sauver mon frère. Et je vais te dire une bonne chose. Tout ce qui se mettra entre lui et moi... » Il laissa sa phrase en suspens. « Tel est le contrat. Maintenant, tu nous suis et tu fais ce que je te dis. Ou tu rentres chez toi. » Les 2 perles d'acier de ses yeux pâles braqués sur Charles, Patrick attendit. Après un long moment,
où Lucas garda le silence pour ne pas influencer son ami, Charles répondit. « Je vous suis. » Patrick hocha la tête. « Alors on y va. »« Mais où ?» Ne put s'empêcher de demander Charles. « Tout le périmètre et le complexe sont gardés ?» Patrick tendit un doigt vers un bosquet d'arbres déplumés qui s'élevait un peu plus loin. « Là-bas. »« Qu'est-ce qu'il y a là-bas ?»« Notre entrée pour Télucidar, » répondit Patrick en reprenant son sac et en se mettant en marche. « Tu fermes pas la voiture ?» s'étonna Lucas. Le silence seul lui répondit. Lucas, avec un serrement au cœur, en comprit la raison. Quoi qu'il arrive, désormais, il ne reviendrait pas chercher la voiture. S'il revenait jamais. Lucas s'apprêtait à le suivre quand Charles s'exclama, avec un ton de retard. « La grotte de ton père? C'est ça ?» Lucas acquiesça. « C'est ça. »« Elle mène chez... » Il lança un regard en direction de Corée qui, accompagné de Kshan, avait emboîté le pas à Patrick. Ses yeux s'illuminèrent un bref instant d'une flamme que Lucas commençait à bien connaître. « Enfin, chez ta sœur ?»« Non, » répondit-il néanmoins, « pas directement. Elle mène dans le cratère sous le dôme, à la gare des Courtilières. »« La gare des Courtilières ?» répéta Charles surpris. « Mais comment? Enfin, pourquoi ?» La réponse s'imposa à lui alors même qu'il prononçait ces mots. « Vous allez en voler une ?» Lucas baissa pour passer sous les premières branches du bosquet. « Bah, je crois pas qu'ils vont accepter de nous en prêter une. » Charles ne lui répondit pas. Ils étaient arrivés. Devant eux, entre deux rochers et les racines d'un gros chêne, s'ouvrait une large fissure, gueule de pierre s'enfonçant dans la chair de la montagne. Là-dedans, seulement le noir, un noir si épais qu'on l'aurait presque cru compact. Mais entre le noir et eux s'interposait une grille jaune du plus bel effet surmontée d'un panneau de mise en garde. Accès interdit, danger de mort. Comme si ça ne suffisait pas, et pour appuyer un peu plus, on avait siglé le panneau d'une belle tête de mort jaune. On n'avait vraiment pas envie que quiconque entre par là. Merde, jura Patrick, c'est bouqué. Tu ne peux pas ouvrir cette grille? Demanda Lucas. Patrick pesta. Bien sûr que si, je peux l'ouvrir. J'ai de quoi faire sauter tout ce foutu complexe. Mais que ce soit au flingue ou au C4, ça va faire un bruit d'enfer. Et on sera tout de suite repéré. Je suis sûr que cette saleté de serrure est reliée au dispositif de sécurité de la base. Dès qu'on l'aura explosé, ils sauront que quelqu'un essaye d'entrer, et par où, et ils nous attendront à l'autre bout. Il fixait la massive serrure de la grille, comme si la simple force de son regard avait suffi à la faire fondre. Sans grand résultat, hélas. Moi, je peux l'ouvrir. Quoi? S'exclama Patrick en se tournant vers Charles qui venait de s'exprimer de sa voix calme et raisonnable. Je peux l'ouvrir. Je vous ai dit que j'avais eu tout le temps de pirater les systèmes de la base. Lucas ouvrit de grands yeux. Il savait son ami doué en informatique et électronique, mais à ce point-là. Tu peux contrôler toute la base? Charles secouait la tête. Non, quand même pas. Il y a des niveaux de sécurité que j'ai pas essayé de craquer. Je me sentais pas encore assez fort, mais cette grille, je suis sûr que j'y ai accès. Patrick recentra la discussion. Ok, qu'est-ce qu'il te faut? Charles posa le sac et tira son portable de sa poche. Juste ça? Et quelques minutes? Combien de minutes? Demanda Patrick. J'en sais rien, entre 5 et 10, ça dépend du niveau d'accès. Je t'en laisse 8. De quoi avez-vous peur? Demanda Corée en s'avançant, et Lucas ne put s'empêcher de se dire qu'elle était toujours aussi jolie, même affublée d'un sweat 3 fois trop grand pour elle. Patrick tourna son regard vers le complexe en contrebas. Ce n'est qu'une question de minutes avant que les catégories qu'on a laissées à la cave ne se libèrent et ne préviennent le central. Après, je ne nous donne pas 10 minutes avant l'alarme générale, et on a intérêt à être dedans quand ça arrivera. Pourquoi? Patrick lança un regard à la ronde. Mais t'as vu que les environs vont devenir très malsains. Se tournant vers Charles, qui pianotait sur l'écran de son appareil, il lui demanda « Où en es-tu » ? « Ça avance, répondit le jeune homme sans lever le nez de son œuvre, ses doigts volant sur l'écran scintillant, faisant apparaître une succession de tableaux et de commandes différentes. « Dépêche-toi. »« Je fais ce que je peux. »« Eh ben, fais plus. »« Ça irait plus vite si vous ne me distrayez pas, » répliqua le jeune homme excédé. Lucas, qui observait, fasciné, le jeu des doigts de Charles sur l'écran, ne put s'empêcher de lui demander « Comment t'as appris tout ça ?»
T'imaginerais pas comment on peut s'emmerder ici, Charles ajouta après quelques secondes. Et combien je peux les détester tous, mon père en premier. Je me suis toujours dit qu'un jour je pourrais me servir de tout ce que j'avais appris contre eux. Il ajouta avec un sourire, sans pour autant lever les yeux de son ouvrage. Mais je pensais pas que ça rendrait service à quelqu'un. Et certainement pas à une fille comme elle. Cette fois, il releva un peu la tête pour lancer un regard en direction de Corée, qui se tenait près de Patrick, et y puisait une nouvelle énergie. Ses doigts tapotèrent l'écran avec une vigueur renouvelée. Lucas, qui sentait le titiller l'aiguillon de la jalousie, reporta son attention sur la grille et sa serrure, guettant le moment où elle s'ouvrirait, quand un bruit infernal déchira le silence nocturne du sous-bois. C'était un ululement assourdissant qui monta du complexe pour s'approprier toute la nuit de ces consonances métalliques. Lucas, le cœur battant, se retourna d'un bloc pour reporter son regard vers le complexe et constater que ce dernier était à présent illuminé comme un arbre de Noël, et bien plus animé. Les doigts fureteurs d'énormes projecteurs balayaient les environs, certains s'égarant à moins de 50 mètres d'eux. Là-bas, sur le mur d'enceinte, entre les bâtiments, Lucas devinait à présent de minuscules silhouettes courant en tous sens. Certaines brandissaient des lampes torches, dont il voyait les faisceaux s'entrecroiser en une danse désordonnée. Il avait l'impression de contempler une étrange fourmilière dans laquelle on aurait donné un bon coup de pied. Patrick, que la brusque agitation et le hurlement de la sirène n'avaient rien fait pour apaiser, se retourna une fois de plus vers Charles. « Alors, ça vient ? » ?»« Bientôt, bientôt. Ça veut dire quoi, ça, bientôt ? » ?»« Encore une minute, peut-être 2. On les a pas, affirma Patrick. »« Tu avais dit 8. Ça en fait que 5, intervint Lucas en brandissant son portable comme il l'aurait fait d'une preuve. Ça, c'était avant. Patrick désigna la base, ses illuminations et le grouillement humain qui y sévissait. La situation a, comme qui dirait, évolué. Il avait à peine prononcé ces mots que la sirène, qui leur avait jusqu'alors vrillé les tympans, se taisait enfin. Leur soulagement fut de courte durée, car dans le silence revenu qui enveloppait de nouveau ce coin de montagne, monta un nouveau son, très différent du premier, non plus mécanique celui-là, mais animal et infiniment plus sinistre. C'était l'union de plusieurs gorges, de plusieurs langues, un concert de cris à mi-chemin entre l'aboiement de molosses et le sifflement de reptiles. Lucas sentit se hérisser tous les poils de son corps. Un frisson glacé remonta son dos, celui atavique de la proie qui vient d'entendre son prédateur. Ce prédateur à écailles qui traquait les petites bêtes à fourrure dans les premières forêts de ce monde. Lucas, comme ses compagnons, tourna un regard inquiet vers la base pour découvrir l'origine de cet effroyable concert. Une fois, 2 fois, son regard passa sur les structures du centre et de ses environs. En vain. Pourtant, il entendait encore cette polyphonie lugubre qui lui résonnait aux oreilles. Et soudain, il les vit. Ils surgirent des portes de la base par une grille ouverte dans un des murs d'enceinte, qui se referma sitôt ces terribles pensionnaires libérés. Et Lucas devina que ceux qui les avaient lâchés n'étaient pas mécontents de mettre entre eux et leur limier un peu de bon acier. Et comment ne pas les comprendre ? Des limiers, c'était exactement de ça qu'il s'agissait. Mais des limiers tels qu'on n'en avait jamais vu sur cette terre. En tout cas, pas depuis très très longtemps. La voix de Kshan, étrangement altérée, le tira de ses réflexions. « Mes frères !» entendit-il murmurer dans un souffle tourmenté. « Mes pauvres frères !» Car ceux dont la meute se bousculait et se chamaillait à présent à quelques mètres des portes, les uns clapant de la gueule vers les autres, se poussant et sifflant à qui mieux, telle une véritable armée de serpents matinés de perroquets, étaient, réalisa Lucas, des parents de Kshan. C'était une évidence. La taille, l'allure, la gueule, les aigrettes hérissées,
la longue queue ossifiée servant de balancier pour équilibrer le reste du corps, les longues pattes et les mortelles griffes en faucille. Mais là s'arrêtait la ressemblance, car ce qui tournait et virait à présent sur la pente de la montagne, le museau au ras du sol, leur tête étroite pivotant en tous sens, avec de petits mouvements saccadés, leurs grands yeux de reptiles scrutant l'obscurité nocturne, leurs pupilles verticales dilatées, recouvrant presque tout le reste de l'œil, avaient autant à voir avec Chan qu'un Doberman enragé avec un caniche nain. Cela, s'il les trouvait, ne s'excuserait pas de s'être laissé aller après les avoir lacérés et dévorés. S'imposa à Lucas, alors qu'il observait, fasciné et terrifié, leur masse sans repos dont chacun des membres tournait et virait, une oppressante impression de démence. Ces créatures étaient folles, comme ces chiens dressés pour le combat qu'on excitait jusqu'à ce qu'ils s'entretuent dans des arènes clandestines. Lucas avait un jour vu un reportage sur ces sinistres pratiques, et ces pauvres bêtes écumantes lui avaient laissé une persistante impression d'horreur et de pitié. Il se rappelait, à l'époque, en avoir fait quelques beaux cauchemars. C'était à ces pitbulls, ces rottweilers démoniaques que lui faisaient penser ces créatures. Connaissant Kshan, il ne pouvait pas se résoudre à les nommer des animaux. En pire, bien pire, car dans ses grands yeux dorés et luisants, comme ceux des chats ou des vipères, on devinait, malgré la folie et la rage sanguinaire, l'éclat d'une intelligence aiguë, une intelligence à cet instant tout entière dévouée à une seule chose, la traque. C'est le Xir, gémit Kshan. Ils sont pris par le Xir, mais comment? Il secouait la tête et Lucas crut voir une grosse larme couler d'un de ses grands yeux globuleux. Il ajouta encore d'une voix plaintive. Ils souffrent du même mal que mes frères qui ont attaqué leurs amis humains à Pansir. Ce à cause de qui Sipan a pu conquérir le pouvoir. Normalement, on induit cet état en consommant des drogues, mais seulement dans l'enceinte sacrée de la Xira, pour une durée déterminée, et jamais aussi fort. Ceux-là ont dépassé le stade de mes ancêtres. Ils sont dévorés. Mais comment? Et pourquoi sont-ils là? Patrick, qui n'avait pas quitté des yeux les Coatli infernaux qui avaient agrandi le cercle de leurs recherches, le coupa. Ils peuvent nous sentir? Kshan, comme tiré d'un cauchemar, répondit. Oui, si le vent leur porte notre odeur, mais ils peuvent surtout nous voir. Alors que Patrick se tournait vers lui, Kshan ajouta. Nous autres, Coatli, avons une très bonne vision, en particulier la nuit. Comme Patrick le fixa encore, attendant visiblement la suite, il acheva. Nous distinguons la chaleur des corps. Patrick jura. Une vision thermographique. Bon sang, tu pouvais pas le dire plus tôt? Et nous qui sommes là à les regarder comme des andouilles. Se tournant vers les autres, il ordonna. Reculez, reculez, nom de... Il n'eut pas le temps d'en dire plus. Un nouveau sifflement, plus fort, plus impérieux que les autres, s'éleva de la pente. Lucas, qui avait perçu, lui aussi, se retourna pour découvrir précisément ce qu'il redoutait de voir. À quelques 100 mètres d'eux, le plus grand des Coatli, qui devait bien mesurer 2 mètres au garrot, s'était figé. Ses aigrettes dressées, son long bras noueux tendu dans leur direction. Il poussa 3 jappements brefs, les autres tournèrent leur gueule écumante vers eux. Lucas, devinant la tension sanguinaire de cette trentaine de perdus immenses et reptiliens braqués sur eux, sentit une boule de pure terreur remonter sa gorge. Patrick, sans quitter des yeux les silhouettes sauriennes immobiles, dont seules les queues remuaient encore lentement, interrogea. « C'est ouvert ?»« J'y suis presque, » répondit Charles, qui n'avait pas suivi les événements, tout concentré qu'il était sur son portable et les chiffres qui scintillaient dessus. « Mauvaise réponse. J'ai pas pu craquer le code, il a fallu que je chante le circuit, » expliqua Charles. « Cette fois, ça y est. »« Tu crois pas si bien dire ?»
lança Lucas, alors que, dans un concert de sifflements, de caquettements et de jappements hideux, les covertlis se lançaient à l'assaut de la pente à une vitesse ahurissante, bondissant sur leurs longues jambes comme des autruches en pleine course, des autruches à gueule de crocodile armées de serres aussi longues et tranchantes que de petites serpes. La serrure se déverrouilla dans un grésillement électrique et une pluie d'étincelles. « C'est ouvert, on peut y aller, on peut... » Patrick, sans attendre qu'il ait fini, se jetait déjà sur la grille jaune, la basculait sur un côté et faisait signe aux autres de descendre. « Allez, allez, entrez là-dedans, dépêchez-vous, Lucas, une lampe, allez, grouille !» Corée passa la première, aussitôt suivie par Lucas, qui avait tiré d'une de ses lampes une petite mais puissante lampe à LED. Chan les rejoignit et descendit dans le trou, heureusement pas plus profond qu'une hauteur d'homme. Ne demeurèrent plus que Patrick et Charles. « Allez l'artiste, dans le trou, ils arrivent !» le pressa Patrick, qui ne cessait de jeter des regards en arrière vers le rebord de la pente qui leur cachait l'arrivée des covertlis déments. « Qui ça? T'as pas envie de le savoir, allez saute !» trancha Patrick en le poussant dans le trou où il se reçut tant bien que mal. L'instant suivant, Patrick se recevait à côté de lui, se relevait, tendait les bras, saisissait la lourde grille et la rabattait au-dessus de leur tête. Se tournant vers Charles, il interrogea. « Tu peux la refermer ?» Dans l'obscurité à l'odeur de pierre, seulement déflorée par le faisceau de la lampe de Lucas, Charles répondit sur un ton d'excuse. « Si j'avais réussi à craquer le code, oui, mais là j'ai dû surcharger, elle est morte. » Patrick, j'en étais sûr. Se tournant vers les autres, qui les précédaient dans l'étroit conduit s'enfonçant dans les entrailles de la montagne, il ordonna. « Allez vous autres, on bouge, et vite !» Déjà, au-dessus de leur tête, les premiers sifflements s'élevaient.